Salut Internet, l'été est maintenant officiellement derrière nous et c'est l'automne qui commence. Et aujourd'hui, je vais vous parler des jeux de rôle que j'ai pu tester pendant le mois de septembre 2024. Puis oui aussi, j'ai pu essayer la nouvelle version de Donjons Dragons 2024 et j'ai déjà quelques petites impressions de parties jouées. Alors maintenant, au-delà de la lecture, est-ce que le jeu tient la route? Restez là, vous allez le découvrir. À ce timing-là. J'ai tout mis ça dans la description de la vidéo aussi, fait que vous irez checker. On a commencé le mois en essayant le kit de démarrage de Conan, le jeu de rôle de Monolith. Il y a un petit livret gratuit sur Internet qui vous explique le grand dessin des règles et qui propose des personnages pré-tirés. Il y a aussi une courte aventure que Pierre-Philippe Renaud de la chaîne Coup Critique nous a fait rouler. Et c'était vraiment le fun. Je dois dire que d'entrée de jeu, cette petite aventure-là, je trouve qu'elle est vraiment dans un feeling Conan. Aventure fantastique, vieille école, pulp, où on est là pour découvrir des trésors, explorer un lieu où on devrait pas être. Le système de jeu. On a 4 habiletés. Chaque habileté est reliée à un dé différent. Plus le dé est élevé, plus vous avez une chance de rouler haut, mais vous avez aussi un modificateur. Donc moi, par exemple, j'avais un D6 en agilité, plus 4 en agilité, donc je roulais un D6 plus 4 quand je faisais un test d'agilité, et je voulais rencontrer un seuil de difficulté. Moyen dans ce jeu-là, c'est 8. Donc si vous avez un D4, vous n'êtes pas très bon dans quelque chose. Si vous avez un D8, vous êtes comme, oh mon Dieu, vous êtes fort. Et vous avez des modificateurs reliés à ça. Et ce que j'aime du système, c'est que quand vous roulez un 1 sur votre dé, peu importe, ben c'est un échec. C'est intéressant. Il y a des points de stamina qu'on peut dépenser pour modifier le résultat du dé, éviter un échec. Mais ce stamina-là, c'est une ressource qu'on veut économiser peut-être selon la journée. Est-ce qu'on a d'autres combats qui s'en viennent? Est-ce que l'exploration est terminée? Est-ce qu'on va se reposer? Ça, j'aime beaucoup ça. Il y a ce qu'il appelle aussi le dé de prouesse dans le jeu. C'est un dé, je pense qu'on commençait avec un dé à 10 faces, qu'on lance à chaque fois qu'on fait un roulet de dé, et si on obtient le plus haut résultat sur notre dé de prouesse, c'est grosso modo un critique qui nous permet de faire une prouesse extraordinaire. J'ai trouvé que le système roule super bien, il se prend vite en main, il s'explique bien, c'est vraiment le genre de système que tu peux pitcher à peu près à n'importe qui. Mais le dé de prouesse, moi je dois vous avouer, j'ai dû rouler, je sais pas moi, une vingtaine de fois dans ce one-shot-là. Puis il n'y a pas une fois où le dé de prouesse a tombé sur son fameux 10. Donc j'ai pas fait de critique. C'est pas grave, mais c'est vraiment, ça me donne aussi l'impression d'avoir roulé 20 fois un dé pour rien. Je sais pas, j'ai l'impression que mécaniquement, il y aurait sans doute eu une façon, avec juste les dés qu'on roule de toute façon, de déterminer si c'est un critique ou pas. Je sais pas. Je trouvais que le dé de prouesse, pour moi, il a manqué un petit peu de saveur. On est quand même relativement fragile, mais c'est pas OSR du tout. On se sent pas, en danger de mort à chaque combat. Puis même qu'au contraire, certaines menaces oh mon Dieu, j'étais un petit peu nerveux quand je les ai vues apparaître. Finalement, je trouvais qu'on était pas mal équipés pour y faire face. Mais la saveur dans l'aventure était là, j'espère qu'il va y avoir des suppléments. Est-ce qu'il y a vraiment là, à quelque part, un élément qui vient vraiment faire de ce système-là quelque chose qui se démarque? Je sais pas. Moi, je regrette un petit peu, j'aimais beaucoup le système du jeu de table de Conan. Où est-ce que tes points de vie, tes points d'action, c'est toute une même banque de ressources que tu dois gérer. Moi, ça, je trouve ça fascinant. Je sais pas si dans leur recherche, ils ont essayé de prendre ce système-là pour en faire un jeu de rôle. Mais il y a tellement de potentiel là. J'étais un peu déçu que le jeu de rôle tourne pas autour de ces mécaniques-là qui sont vraiment bien faites. J'ai testé aussi le jeu Kobolds Hate My Baby. Les kobolds ont mangé mon bébé. C'est un jeu de rôle niaiseux qui existe depuis quelques années déjà et là il y a eu une réédition au cours de la dernière année. Et on crée des kobolds qui sont des petites créatures poilues et déterminées qui vont devoir faire toutes sortes de missions un peu loufoques. C'est vraiment un jeu qui appelle de bière et de pretzel. Donc c'est vraiment un party game. Système simple, tu vas mourir en 5 minutes, mais c'est pas grave parce qu'un personnage, ça génère en genre 3 secondes. Tu vas créer ton kobold au sein de la famille du roi Torg,
Longue vie au roi Torg! Une des gimmicks du jeu, c'est dès que quelqu'un dit le nom du roi, il faut tous dire longue vie au roi Torg ou on fait un jet de sauvegarde contre la mort. En gros, le système, c'est que tu vas rouler un D6 à chaque fois que tu entreprends quelque chose. Et dépendamment de ce que tu veux accomplir, le résultat du D6 va te dire si tu y arrives ou pas. Par exemple, si tu veux utiliser tes pieds, il faut que tu roules un 2, un 3 ou un 4. Fait que si tu veux sauter, courir, faire une danse, il faut que tu roules un 3, un 4, un 2, un 3 ou un 4 sur ton D6. Si tu obtiens un 1, tu fais un kobold, donc tu peux absolument faire tout ce qu'un kobold pourrait faire normalement. Ça, c'est très très libre à l'interprétation. Et un 6 te permet toujours de tricher. Donc de parvenir à tes fins en faisant une petite entourloupe, mais tu mets ta vie en jeu à ce moment-là. Chaque fois qu'on court un truc qui nous met en danger, on lance un D6, on ajoute le nombre de X qu'on a accumulé sur nos têtes de mort, et à chaque fois qu'on fait un jet de sauvegarde contre la mort, on met un X sur une nouvelle tête de mort, on les accumule, et si on obtient 8 et plus, on est mort. Fait que très vite, si tu as 2 ou 3 têtes de mort, il suffit d'un lancer un petit peu haut sur ton D6 pour que tu meurs, tu te fasses écraser. Le seul avantage qu'on a dans le jeu, c'est qu'on a un métier de kobold qui est représenté par un petit chapeau qu'on a. Donc, est-ce que tu es le kobold cowboy, le kobold shérif, le kobold influenceur, le kobold magicien? C'est drôle, on a beaucoup ri. Il y a une mécanique où est-ce que tu as des mots humains que tu connais. Ça, c'est les mots que tu connais dans le langage humain. Puis tu peux les utiliser pour communiquer avec les humains. Puis je pense que ma fille avait choisi, elle connaissait les mots humain, gentil, à l'action. Fait que ça lui a permis de tout faire finalement, de faire humain, gentil, à l'action! Et les humains faisaient juste comme ah ouais, ok, on se met à l'action. Elle l'utilisait dans tellement de situations, c'était tellement drôle. Ouais, très, très rigolo, des belles mécaniques qui vont générer de l'humour autour de votre table. Peut-être un peu simplet. Forbidden Lands, qui est en train de devenir un de mes jeux de rôle fantastiques préférés. Donc, c'est un jeu de rôle de Free League qui utilise le Year Zero System. En gros, c'est plus vous êtes fort dans une habileté, plus vous avez de D6 que vous pouvez lancer. Donc, si vous avez 5 dans l'habileté force, vous êtes très très fort. Vous pouvez lancer 5 D6, et le but quand on fait un test, c'est d'obtenir au moins un 6. C'est pas si simple qu'il n'y paraît, hein, obtenir un 6, même quand on lance 4D, 5D. Alors on peut pousser. Si à un moment, on a un test, on n'obtient pas de succès et on veut vraiment le réussir, on peut décider de faire ce qu'ils appellent en français « mettre le paquet ». Et à ce moment-là, tu relances tous les dés qui ne sont pas des 1 et tu cherches encore à obtenir des succès, mais dans Forbidden Lands spécifiquement. Si après cette relance, il y a des 1 visibles sur tes dés, ben ces 1-là sont des blessures, des dommages que tu reçois. Puis tu vas les recevoir directement dans ton habileté correspondant au test que tu viens de faire. Donc si tu essayes de te sauver, puis tu obtiens des 1 en poussant, mettons 2-1, ben tu as 2 dégâts d'agilité. Et ta valeur dans ton habileté, c'est tes points de vie. Fait que si tu as 4 d'agilité, tu viens de recevoir 2 dégâts, ben tu viens de perdre 2 points de vie sur 4 dans l'agilité. Tu t'es tordu la cheville, t'es tombé, t'as roulé dans une côte, t'es couvert de feuilles. Tu sais, c'est vraiment le fun, ça roule vraiment bien. Puis ce que j'aime du Year Zero comme système, c'est que tout le monde peut réussir. On a tous des personnages qui sont très versatiles. Dans un système D20, il y a 0 chance ou presque. Tu sais, t'as 5% de chance parfois de réussir certaines affaires. Alors que là, t'as l'impression que si tu pousses, même dans ton habileté la plus faible, t'as quand même des chances de réussir. Parce qu'en plus, ça c'est ma mécanique préférée de Forbidden Lands, t'as un dé de fierté. C'est une fierté, quelque chose qui définit ton personnage. Par exemple, je suis prêt à risquer ma vie pour sauver les innocents. Ou je ne rate jamais ma cible. Et quand tu serais supposé d'échouer sur ton jet de dé, tu peux utiliser ce D12-là et le lancer. Et si tu obtiens un 12, c'est 4 succès. Il y a beaucoup de possibilités de succès sur ce gros D12-là. Ça te permet vraiment de choisir là où tu veux, absolument réussir une fois par session de jeu. La twist, c'est que si tu n'obtiens pas de succès sur ton D12, tu perds ta fierté. Il y a quelque chose dans ton personnage qui se brise. Tu disais que tu voulais sauver des innocents, mais regarde, ils viennent de périr devant toi. Ou tu dis que tu rates jamais ta cible, mais regarde, t'as manqué ton coup.
Et là, soudainement, tu perds cette fierté-là, il faut que tu t'en trouves une nouvelle. Ça fait vraiment évoluer le personnage via des mécaniques de jeu, c'est formidable. Le système d'exploration est vraiment chouette aussi, c'est vraiment conçu pour explorer des explorer de la nature sauvage, faire des rencontres aléatoires. C'est très mortel, hein, parce que dès qu'on est brisé, vous l'avez vu, si tu as 4 points de vie d'agilité, très vite tu peux être brisé en agilité, puis être capable de bouger, courir. Si tu es brisé en force, tu peux prendre une blessure critique. Si tu te fais couper un bras, tes côtes sont cassées, il te reste 4 heures à vivre, il faut que quelqu'un t'amène voir un médecin le plus vite possible, un guérisseur. C'est très pulp. Tu vois, moi, je me vois bien rouler une campagne de Conan avec ce système-là, puis je le trouve un petit peu plus juteux. Je trouve qu'on raconte un petit peu plus quelque chose. C'est pas juste des dés pour des dés. Les dés ont un sens, puis sont vraiment connectés à ton personnage, à tes compétences, à ton âge, à ce que tu as fait dans ta vie comme aventurier. L'univers est chouette aussi. Il y a quand même beaucoup de lore qui donne le goût de s'y plonger. Ça m'a vraiment donné le goût de, de passer plus de temps avec ce jeu-là. Et oui, on a joué à Donjon Dragon 2024, la nouvelle édition. Je donne des cours de jeu de rôle avec des joueurs formidables qui ont créé des personnages et qui les ont fait remuer. On peut dire ça, hein? On remue avec nos bonhommes. Fait que oui, on a joué déjà, là, on approche. J'ai joué aussi avec mes enfants, on a lancé quelques petits one-shots pour explorer le système. Fait qu'on approche des 10 sessions de jeu avec le nouveau set de règles. Puis écoute, pour l'instant, je dois dire, j'aime beaucoup ça. C'est très simple, c'est très Donjon Dragon. On est vraiment pas, on n'a pas tout reviré à l'envers. Si tu sais jouer à Donjon Dragon 2014, t'es encore en business. Moi, j'avais plusieurs craintes quand je me suis lancé dans le jeu. Entre autres, la maîtrise des armes. Donc, pour la plupart des classes martiales, et le roublard aussi, on débloque des pouvoirs spéciaux avec certaines armes qui nous permettent en combat de faire des manœuvres martiales. Pousser un adversaire, essayer de le faire tomber par terre, tenter de le désarmer, ce genre de choses. J'avais peur que ça prenne du temps en combat, mais finalement, la réalité, c'est que c'est pas tous les personnages qui sont des martiaux. Ça fait juste leur donner une option supplémentaire à leur tour, qui n'est pas toujours utilisée. Moi, il y a des joueurs qui font comme « Ah, ben dans ce cas-ci, je cherchais pas à utiliser mon pouvoir d'arme, c'est pas nécessaire. » Mais il y a des trucs qui étaient hautement thématiques. Il y a un de mes joueurs, Luc, qui a un fouet. C'est un roublard avec un fouet. Puis, ils essayaient d'arrêter un ennemi qui se sauvait, qui se dirigeait vers un endroit. Fait que pour l'arrêter, il a utilisé son fouet, il a utilisé sa maîtrise des armes pour retirer la vitesse de déplacement de 10 pieds, ralentir l'ennemi. Puis c'était vraiment une super décision tactique, thématique, puis c'est vrai qu'il y a plein d'armes dans Donjon Dragon que tu as l'impression que tu peux faire de quoi avec, mais dans la version 2014, c'était juste non, mais un fouet ça fait rien, fait que personne prenait de fouet, tu sais. Mais là, il y a quelque chose que tu peux faire avec, tu peux t'en servir pour vraiment ralentir les gens. Puis là, on avait vraiment le feeling que le fouet faisait sa job de fouet. Tu comprends ce que je veux dire? L'autre grosse amélioration que moi j'utilise beaucoup dans mes parties, c'est le nouveau tableau d'action. Donc, il y a vraiment différents types d'actions qu'on peut faire en combat. Puis je trouve que, contrairement à d'autres jeux qui ont un peu de mal à bien identifier c'est quoi les actions que les joueurs veulent faire dans une bataille, D&D a trouvé c'est quoi les mots-clés des grandes actions que les joueurs vont vouloir faire. Oui, attaquer, ça reste. Dash, pour bouger davantage, ça reste. Se cacher aussi. Mais il y a des actions maintenant comme rechercher. Donc, tu peux investir ton action pour faire « Hey, moi, je voudrais juste comprendre là, en ce moment, il est où l'ennemi qui s'est caché? Ou je vais regarder autour, y a-t-il quelque chose que je peux utiliser? » Si ton joueur te dit ça maintenant, c'est encadré par cette action-là, recherche. Puis moi, je récompenserais fortement les joueurs qui investissent dans ces actions-là. Il y a l'action « Utilise » pour utiliser le décor, le paysage. Est-ce que tu peux utiliser tes outils sur toi. Tu sais, par exemple, tu pourrais utiliser ton kit d'alchimiste maintenant pour essayer de partir un feu sur une case. Ce qui est awesome. Puis qui peut être tactiquement une super décision à faire. Tu sais, on le faisait, ça, dans la version 2014. Mais là, c'est vraiment encadré de façon claire. Fait qu'il n'y a pas le petit côté nébuleux de « Je peux essayer de l'intimider? Ah, ça n'a pas marché. Ok, ben je peux juste l'attaquer de bord? »
Non, là maintenant, influencer, c'est une action. Moi, en tout cas, ça m'a aidé à mieux structurer ce que ça représente, ce que le joueur essaye de faire. Ça change pas le monde, mais c'est un bon outil, je pense, qui est bien fait. Puis, ben, j'en ai pas trop parlé dans les dernières vidéos sur D&D, mais il y a vraiment aussi le glossaire. Si vous avez la version digitale, c'est la meilleure amélioration du jeu, toutes catégories confondues, plutôt que d'avoir nécessairement à faire une recherche dans votre document PDF ou tourner à l'index du livre pour essayer de trouver elle est où la description de la condition agrippée. Ben, dans la version digitale, vous avez un glossaire, vous faites juste peser sur... Ils sont classés par ordre alphabétique, ça vous amène à tous les termes utilisés fréquemment. C'est vraiment super pratique, je suis toujours rendu dedans. Il y a à peu près toutes les informations qui vont un moment donné arriver en faisant « Comment ça marche déjà ça? La suffocation... Ah, attends un petit peu, je vais regarder dans le glossaire, tout est là. » Je pense que cette édition-là comprend autant encore les forces que les faiblesses de la 5e édition. Moi, ce que j'aime de la 5e édition, c'est qu'elle est flexible. J'aime le Bounded Accuracy parce que ça permet à des personnages niveau 1 de tomber devant une créature qui est vraiment trop forte pour eux, mais de quand même avoir une chance de s'en sortir, de s'échapper, de mentir! Parce que c'est sûr que quand ton adversaire a plus 37 en sense motive, tu pourras pas faire un jet de deception ou de bluff au niveau 1. C'est impossible mathématiquement, mais Donjon Dragon le permet. Fait que moi, ce que j'aime de ce jeu-là, c'est qu'il garde un petit peu la saveur vieille école. Si vous le voyez comme ça, si vous vous mettez dans cette perspective-là, il y a vraiment un côté chaotique, libre, spontané à D&D qui porte bien au bac à sable. Plus, à mon avis, que Pathfinder, par exemple, qui... Ben, oui, tu peux explorer tout le monde, mais tu pourrais jamais affronter un adversaire qui est 4 à 5 catégories de force plus haut que toi parce que tu vas te faire annihiler. Si vous haïssez la 5e édition, vous allez sans doute pas trouver votre compte non plus dans cette nouvelle mouture 2024. Puis si vous aimiez 2014, ben, pour vrai, c'est tellement proche. Puis tout ce qui a été ajouté, surtout des petites améliorations. Il y a encore des angles morts puis des sorts brisés. Je vais faire une vidéo d'ailleurs là-dessus au cours du mois prochain parce que c'est vraiment, vraiment drôle. Tu sais, je pense qu'on a vécu avec des sorts brisés pendant quasiment 10 ans, fait que je pense qu'il va falloir que vous, maîtres de jeu, soyez à l'affût de ces petites entourloupes de règles qui existent dans la version 2024. Et maintenant, rapidement, les jeux que j'ai pas joués, mais que j'ai lus. Alors, j'ai lu la version finale de Horreur Liminal, la version française de Liminal Horror, un jeu de rôle d'horreur traduit en français par Pierre-Philippe Renaud de la chaîne Coup Critique. Et en fait, c'est un petit jeu de rôle simple qui est vraiment conçu pour rouler n'importe quelle idée de jeu de rôle d'horreur moderne que vous avez en tête. Fait que si vous voulez rouler un scénario à la X-Files, tout à fait possible. Un scénario à la Delta Green, où est-ce que vous travaillez pour le gouvernement puis vous enquêtez sur des créatures du mythe de Cthulhu, tout à fait possible. Vous voulez juste créer un scénario de tueur en série, de slasher, où on va être des adolescents qui doivent survivre à un week-end terrible dans un chalet avec un meurtrier, c'est possible. Le système est ultra simple. Ça inspire beaucoup des systèmes comme Mouse Raider. C'est un système dans lequel on a 3 habiletés qui représentent aussi nos points de vie. C'est un roll under. Donc si vous avez 16 en, je sais pas moi comment il l'appelle déjà, en contrôle, ben pour réussir un test de contrôle, vous devez lancer un D20 et obtenir un chiffre qui est plus bas que 16. Fait que c'est assez simple. Mais la petite twist ici, c'est que une fois que vos points de... Ils s'appellent pas des points de vie, mais vous avez comme un tout petit lot de points de vie et quand ils sont grugés, ben c'est vos habiletés, vos caractéristiques qui sont grugées. Fait que le jeu commence à graduellement vous arracher votre force, votre agilité, votre contrôle. Et ben à ce moment-là, on s'entend, si tu avais 16, tu reçois 5 dégâts de contrôle, ben tu es rendu à 11. Ton prochain test de contrôle va être beaucoup plus dur à réussir parce que la valeur est devenue de plus en plus basse, comme si tu perdais le contrôle. Le livre en version numérique va être disponible, en fait, il est disponible en ce moment. C'est le 1er octobre 2024.
Fait que si vous voulez aller jeter un œil, vous allez trouver toute l'information dans la description de la vidéo. Puis le livre est en version gratuite pour respecter la volonté de l'auteur de l'ouvrage original, pour rendre le jeu le plus accessible possible. Mais il y a possibilité aussi de pay what you want si vous voulez encourager Pierre-Philippe et son ouvrage de traduction de ce très très bon petit système de jeu horrifiant. Tout l'argent ramassé va servir à financer la version physique du jeu. La couverture est magnifique, l'ouvrage est vraiment bien fait, il y a beaucoup de super belles tables aléatoires pour créer votre personnage. C'est vraiment bien fait, il y a beaucoup de règles optionnelles aussi si vous avez le goût d'un jeu qui est un petit peu moins simple, un petit peu plus crunchy, vous avez une spécialité peut-être, vous avez un petit peu plus d'habiletés avec lesquelles jongler. Vous allez trouver aussi une aventure originale de Pépé qui s'appelle De retour après la pause. On l'a roulé sur la chaîne, fait que pour ceux qui s'intéressent, vous pourrez aller voir notre partie où on explore un appartement qui graduellement vit des choses étranges. Fait que oui, c'est une très bonne aventure, vous pourrez aller y jeter un œil. Il y a aussi les Merry Mushmen qui nous ont envoyé leurs 2 aventures qui étaient sur Kickstarter il y a très peu de temps, au début de l'été. Fait que c'est Raiding the Obsidian Keep et The Horrendous Hounds of Heidenberg. Ça, là, pour vrai, pour un francophone, c'est vraiment très difficile à lire. Mais c'est 2 super bonnes aventures. C'est des aventures qui sont conçues pour des personnages de niveau 2 à 4. Normalement, c'est pour Old School Essentials, donc le jeu de rôle OSR qui s'inspire des premières éditions de Donjons Dragons. Mais moi, tu vois, la citadelle d'Obsidienne, je l'ai roulé avec Pirateborg. C'est des super belles aventures pour débutants. C'est-à-dire, vous avez des villages à explorer, des plages à explorer, des donjons aussi. Il y a du X-Crawl. Tu sais, vous voyez, moi, ce que j'adore de leurs produits aussi, là, c'est que tu peux enlever la couverture, puis ça devient pratiquement un petit écran de jeu. Fait que tu mets ça comme ça ici, puis tu as les cartes des lieux importants, tu as les tables de rumeurs, toute l'information nécessaire. Fait qu'ils savent vraiment c'est quoi le genre de produit que tu as besoin d'avoir à la table pour bien rouler la partie. The Horrendous Hounds, c'est une aventure qui est un peu mystérieuse, histoire de fantômes, village dans les bois. Il y a The Obsidian Keep aussi, qui est l'exploration d'une île maudite, où est-ce qu'il y a un château, les seigneurs de ce château-là ont fait quelque chose de terrible. On explore les ruines d'une flotte qui est venue pour essayer de prendre le contrôle de l'île et qui a été détruite. Alors, il faut arriver là, puis il y a des bateaux partout qui ont coulé. Il faut comprendre qu'est-ce qui leur est arrivé. Moi, je l'utilise beaucoup pour les lieux, les personnages, les villages qui sont vraiment, vraiment bien faits. Ben, chapeau! Puis merci encore de nous avoir envoyé ça! J'aime ça, avoir des affaires de jeux de rôle. Et finalement, le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est le kit de démarrage du jeu de rôle du Discworld. Fait que le Discworld, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'univers de Terry Pratchett, un auteur britannique qui nous a quittés malheureusement dans les années 2000. Puis c'est un auteur très drôle. Tout son univers est pas seulement loufoque, absurde. Au début, c'était vraiment une parodie du Seigneur des Anneaux, mais c'est devenu graduellement quelque chose aussi de touchant qui met vraiment l'emphase sur les personnages, leurs interactions et leur développement dans cet univers-là où tout est possible. C'est magique, c'est mystique, et les gens essayent vraiment de comprendre la logique de ce monde absurde qui repose sur le dos de 4 éléphants montés sur une tortue dans l'espace. C'est tellement bien fait. Le kit de démarrage, moi, c'est sûr que je l'ai trouvé charmant, parce qu'il y a toutes les illustrations qui nous plongent dans le monde de Terry Pratchett. Donc on trouve le bibliothécaire orang-outan, on trouve la garde, bien sûr. Fait que si vous cherchez à commencer à vous initier à cet univers-là avant de vous attaquer au jeu de rôle, il faut lire Guards, Guards! Traduit en français par Au guet, point d'exclamation. J'étais vraiment curieux de savoir quel système ils étaient pour utiliser pour incarner ces aventures loufoques-là. Et ils ont décidé de... J'ai pas vu ce système-là ailleurs pour l'instant, mais d'utiliser un système qui est minimaliste à l'extrême. Ça m'a presque fait penser à Fate, dans le sens que c'est un jeu qui va reposer beaucoup plus sur l'histoire, sur votre personnage, sur votre concept de personnage. Ça va être ça sa force, plus que ses habiletés mécaniques.
Donc, ce qui se passe, c'est que votre personnage va être une série de traits. Donc, vous allez trouver, par exemple, c'est quoi son côté unique, ses quirks, c'est quoi ses valeurs principales, c'est quoi son travail, c'est quoi son passé. Par exemple, est-ce que votre personnage est un troll qui a été élevé par des parents humains bienveillants et à cause de ça, il peut pas faire mal à une mouche. Ça peut être un de ses traits. Peut-être qu'un de ses traits, c'est « je ne dis jamais non quand on m'offre de la nourriture ». Et l'idée, c'est que en jeu, quand vous allez vous retrouver dans une situation où vous devez faire un test, vous allez décrire ce que vous voulez faire et vous allez dire à votre maître de jeu quel trait vous permet de le faire. Si vous vous trouvez dans une situation où vous êtes attaqué par une meute de chiens et que le troll bienveillant fait « oh, je vais utiliser ma caractéristique qui dit que je refuse jamais de la nourriture, puis je vais prendre un des chiens puis je vais le mettre dans ma bouche. » Là, votre maître de jeu va recevoir ça, il va devoir déterminer quel dé de la chaîne de dés décrit le mieux ce que vous voulez faire. Si c'est quelque chose qui est vraiment tiré par les cheveux, vous allez rouler un D4. Si c'est raisonnable un petit peu, c'est un D6. Un D8, si oui, ok, ça fait vraiment partie de vos spécialités. Jusqu'à un D12. Le maître de jeu, lui, va lancer le dé du narrateur, le narrateum, qui est toujours un dé à 8 faces. Et le but, c'est simplement que le joueur, en roulant son dé, roule plus haut que le résultat du D8 du maître de jeu. C'est les mécaniques en gros. Il y a aussi des points de chance qui vont permettre à certains joueurs de venir aider et de eux aussi tenter de rouler un de leurs traits au risque de subir des conséquences eux aussi dans la situation. Mais c'est vraiment juste ça. Je pense que c'est le genre de jeu qui va demander un maître de jeu et des joueurs très matures qui sont capables de communiquer. C'est pas le genre de jeu dans lequel on est en opposition. On va essayer de construire l'histoire la plus cohérente, entre gros guillemets. Il y a une première aventure qui est plutôt bien faite, puis qui donne un peu une idée de comment ça pourrait être roulé concrètement pour mettre de l'enjeu puis des tensions dans la partie. Donc à chaque situation, il y a des propositions de conséquences si les joueurs échouent dans leurs actions à dépasser ce que le maître de jeu propose. Alors que ce soit le dragon explose et vous êtes couvert d'excréments de dragon, quelqu'un met un écriteau dans votre dos qui est marqué « Bottez-moi les fesses », ce genre de choses. On voit que c'est pas des immenses conséquences. C'est pas le genre de jeu où tu as des points de vie, c'est pas le genre de jeu où on va être étripé, c'est le genre de jeu où on va faire des jeux de mots dans cet univers un petit peu absurde. L'aventure est bien faite, puis met en vedette des personnages de l'œuvre de Terry Pratchett. Donc si vous avez lu The Truth, Men at Arms, Guards, puis le guide de la cité d'Ankh-Morpork, ben vous allez reconnaître certains des personnages célèbres de l'univers. Le produit est super bien fait, j'ai vraiment hâte de voir la campagne, fait que si ça vous intéresse, c'est dans la description. Voilà Internet, ce sont les jeux que j'ai essayés dans le mois de septembre. Et je vais terminer avec mes petites annonces ludiques. C'est-à-dire, il y a des gens qui m'ont écrit pour que je vous partage des choses. Et j'aimerais saluer l'équipe de Mort à Xenia, qui est un supplément qui a été créé entre autres par Vieux Geek, et qui est une aventure pour des personnages de la 5e édition, niveau 4, si je me trompe pas. C'est une aventure en français qui est vraiment bien faite quand même, il y a beaucoup d'humour. Imaginez un genre de La Malédiction de Strahd, un petit peu drôle, un petit peu trash. J'ai trouvé ça très sympathique, l'ouvrage est vraiment bien fait. Vous pourrez aller voir, c'est en auto-édition sur leur site internet, fait qu'hésitez pas à aller jeter un œil. Il y a quand même beaucoup de matériel là-dedans, des nouvelles créatures, des nouveaux adversaires, des nouveaux objets magiques, tout un donjon, des personnages, des tokens, des battle maps. Fait que oui, allez jeter un œil, c'est quand même vraiment un gros travail de cœur. Fait que voilà Internet, et vous, quelles sont vos découvertes du mois de septembre? Laissez ça en commentaire, puis n'oubliez pas de vous abonner, parce qu'on est presque rendu à 10 000 abonnés. Je sais que ça en a pas de l'air là de même, on vient de pogner le 8 000, mais on est en route pour atteindre le 10 000 peut-être avant Noël. Fait que ça là, vous avez pas idée à quel point ça changerait nos vies. Il y a plein de nouvelles vidéos qui s'en viennent sur Donjon Dragon, d'autres systèmes. J'ai eu beaucoup de très belles discussions aussi avec Pierre-Philippe Renaud et d'autres fans de jeux de rôle. Fait que j'ai hâte de les partager avec vous. Puis on se retrouve bientôt. Fait que jouez bien! Faites attention à vous! Bye! N'oubliez pas de dormir!